À tous de DDO, décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Live long and prosper, Odyssée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Odyssée spatiale, votre podcast qui vous parle de l'actualité et de la recherche en lien avec le spatial, mais pas que. Aujourd'hui, toujours la même équipe, j'ai le plaisir de retrouver mon cher Thomas. Bonsoir Simon. Bonsoir Thomas, comment tu vas ? Très bien, écoute, très content d'être là et avec notre invité pour des sujets passionnants, mais je te laisse l'introduire. Effectivement, comme vous l'aurez déjà vu, si vous avez écouté le portrait ou si vous nous suivez sur Instagram notamment, on est aujourd'hui avec Philippe Landièche. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu es chef de projet sur la mission Microcarb au CNES. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On est là pour parler donc notamment de microcarb. Moi, pour commencer, j'aurais une première question. De quelle manière cette mission va nous aider à en apprendre plus sur nos émissions de CO2 d'un point de vue global ? Voilà, le CO2, comme vous savez, c'est le principal gaz à effet de serre et donc qui est responsable du changement climatique. Et on a besoin de connaître son évolution, ses variations saisonnières, donc son évolution avec le temps du fait du climat, mais également de l'activité humaine, et également donc la répartition et les flux qu'il peut y avoir entre les différentes régions. Et rien de mieux qu'un satellite qui arpente le globe pour donc avoir une répétitivité de mesure qu'on a du mal à avoir avec des stations sol que l'on a dans les grandes villes où on maille à peu près le territoire, mais pas tout le globe. Et donc, c'est important de compléter ça avec des mesures pérennes et régulières. Et juste avant, pour recontextualiser, je me souhaitais quand même faire un petit point sur la question du CO2 avant. Microcarb, donc c'est une mission qui a pour objectif de mesurer la répartition du CO2 sur notre planète, qui a été lancée le 26 juillet 2025, donc très récemment, depuis le CSG, le Centre Spatial Guyanais, avec une fusée Vega C. Et c'est une collaboration franco-anglaise, si on peut dire. Oui, donc c'est le gros du financement de la mission, c'est le gouvernement français, le plan d'investissement d'avenir, qui finance la mission. Le CNES fournit les ressources humaines qui sont très conséquentes parce que donc on a une équipe nombreuse et on a recherché des partenaires pour compléter le tour de table. Donc l'agence anglaise UKSA et également l'Union européenne. Donc on a 2 partenaires européens pour cette mission qui doit prendre le relais d'une mission précédente américaine qui s'appelle OCO2. Qui est encore en l'air et qui est notre référence, mais que donc on va remplacer avec un satellite plus petit, donc qui vise les mêmes objectifs. Et du coup, donc, c'est un satellite qui a une mission qui est visée pour combien de temps ? Donc on utilise la filière Myriad de microsatellites, ce sont des satellites de 200 kg. Et ce qui va nous limiter, c'est le réservoir d'ergol qui nous permet d'assurer la maintenance de l'orbite et également l'évitement de débris et de pouvoir désorbiter le satellite en fin de vie. Et donc on vise une mission de 5 ans, mais on a eu la chance d'avoir une très bonne injection par le lanceur, donc avec très peu de dispersion, très peu de manœuvres pour rattraper l'orbite initiale. Et donc ça va nous permettre d'augmenter la durée de vie. Donc sûrement que 7 ans pourront être accessibles. Voilà. C'est une chance. Encore une victoire des lanceurs européens, comme on a pu le voir sur d'autres belles missions. Et du coup, donc, les données qui vont être collectées par Microcarb, qui vont être les utilisateurs finaux et comment elles vont être utilisées ? Alors là, le satellite a été lancé le 25 juillet. On a fait sa recette en vol et on vient juste de commencer une phase qu'on appelle le CalVal, calibration, validation. Donc pour calibrer l'instrument et ensuite valider toute la chaîne de mesure. Et donc là, pendant cette phase qui dure à peu près 1 an, c'est donc les équipes d'ingénieurs de l'instrument, de la mission et puis également les scientifiques du groupe scientifique qui a piloté la mission, qui ont accès aux données. Et donc une fois qu'ils prononceront que ces données sont validées, eh bien on aura une diffusion ouverte de ces données à l'ensemble de la communauté scientifique. Et il peut y avoir également des utilisateurs qui sont intéressés pour avoir des applications aval qu'ils développeront ou qu'ils ont déjà commencé à développer. Mais donc on parle d'un seul satellite qui a un cycle de 25 jours. Donc on repasse en tout endroit du globe tous les 25 jours.
Grâce à un miroir, on peut tourner un peu la ligne de visée et donc augmenter la répétitivité en certains points. Mais si on veut avoir une couverture globale, hein, donc on arpente tout le globe en 25 jours. Donc c'est vrai que c'est vraiment un démonstrateur et donc une nouvelle physique de la mesure qu'on débroussaille. Hein. Et ensuite, il faudrait des constellations de plusieurs satellites pour augmenter la répétitivité. Hein. C'est un peu ce que feront les satellites CO2M, donc qui seront lancés dans 2 ou 3 ans par l'Union européenne, donc par le programme Copernicus. Hein. Donc on est vraiment un pathfinder en Europe de ces missions de mesure du CO2. Et pour que tout le monde comprenne bien, donc c'est un satellite qui va produire des données qui seront utilisables par tous les chercheurs et chercheuses du monde, en faisant la demande bien sûr, parce qu'elles sont... Est-ce que comme certains programmes européens, les données seront mises en accès libre sur Internet, ou est-ce qu'il faut plutôt se rapprocher du CNES ou d'une autre institution Donc pour pouvoir rentrer dans le projet? Elles seront distribuées par le portail Aeris, qui est un portail conjoint du CNES et de l'Université de Lille. Et donc il suffit de s'inscrire sur ce portail pour ensuite être répertorié et aller chercher les mesures régulièrement. Ok, donc voilà, c'est vraiment comme le programme Copernicus, par exemple. C'est en général, les programmes européens sont dans cette veine-là. C'est pas le cas de tous les programmes internationaux, mais c'est important de rappeler que voilà, c'est pas que les initiés ou que les membres du projet fondateurs, financeurs qui auront accès aux données. C'est vraiment pour le bien commun. Si Voilà, on peut c'est dire. l'accès libre. Hein, oui, oui. Et ça peut être enrichissant, c'est-à-dire que là, on a une équipe qui calibre les données et après, on peut avoir l'aide d'autres équipes qui pourront nous aider dans d'autres travaux. Hein, voilà. Et tu nous disais que donc, le satellite Microcarb, la mission Microcarb est la suite de OCO 2, qui était une mission américaine, si je ne dis pas de bêtises, et qu'en fait, la suite de Microcarb est déjà pensée. Oui, donc c'est la physique de la mesure du CO2 est assez complexe, hein, puisque donc on utilise donc la lumière du soleil qui traverse l'atmosphère, qui est réfléchie par la surface et qui revient au satellite après retraverse l'atmosphère. Et donc on fait des spectres de cette lumière et on regarde l'absorption des raies du CO2 et des raies d'autres raies, notamment de l'oxygène, pour avoir une référence sur la pression atmosphérique qui est à cet endroit. Hein. Et donc, eh bien, il faut calibrer tout ça. C'est une physique de la mesure qui est très complexe et donc, eh bien, il faut du temps pour la mettre au point. C'est ce qu'ont fait les Américains, c'est ce qu'on fait en Europe. Et donc, oui, les missions se préparent longtemps à l'avance. Hein, et donc là, il y a une continuité avec les missions suivantes. Et donc tu disais, pour développer Microcarb, c'est une mission qui a nécessité des partenaires. En tout cas, le CNES a travaillé avec des partenaires, notamment l'agence spatiale anglaise. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé justement entre vos deux agences pour travailler? Comment vous avez réparti les missions, les tâches, le développement du satellite en tant que tel, etc. Déjà, il y a eu une étape juridique avec la signature ce qu'ils appellent un Implementing Arrangement en anglais, hein, donc un accord de coopération, dans lequel on définit un montant maximum en millions de livres là, de la contribution anglaise. Et donc, connaissant ce montant, eh bien, on a essayé de trouver les meilleurs partenariats possibles, quels étaient les axes forts qui pouvaient nous aider donc à développer la mission avec leur aide. Et pour revenir sur un point que tu évoquais au tout début, le but de Microcarb, c'est de mesurer nos émissions de CO2, enfin la composition de l'atmosphère et la répartition du CO2, mais j'ai cru comprendre qu'il pouvait aussi déceler les puits de carbone, donc ce qui absorbe et capte le CO2. Comment il fait ça? Voilà, hein, donc là, on va mesurer la surface du globe, le CO2 sur des pixels qui font de l'ordre de 4 par 9 km². Hein, et donc, eh bien, on va identifier les puits et les sources de carbone et comment les échanges qu'il y a dans l'atmosphère donc, entre ces puits et ces sources et comment ça évolue avec les saisons et avec l'augmentation du CO2 du fait de l'activité anthropique. Donc les puits, ça va être ce qui absorbe le CO2, donc c'est les forêts, c'est les océans. Hein, et les sources, ce sont les activités volcaniques, c'est la végétation l'hiver quand elle respire, quand elle ne produit pas de photosynthèse, mais au contraire, elle produit du CO2. Hein, c'est les activités anthropiques. Voilà, hein, donc c'est les échanges entre toutes ces zones qu'il est important de bien connaître hein, et de voir leur évolution. Et du fait de la durée de vie de Microcarb qui sera, comme tu l'as dit, sûrement un peu plus longue que prévu, sur ces 7 ans estimés, disons, on pourra peut-être voir des évolutions, notamment sur les puits de carbone, pas que, mais sur les émissions aussi, mais on sait que la forêt est un puits de carbone assez important, les zones humides en sont aussi, et on sait que quand on les détruit, ça n'en est plus, bien entendu, voire même ça devient des sources d'émissions. Donc est-ce que
Microcarp pourra être aussi recenser ces évolutions et bien prouver aussi l'impact de tel ou tel. Oui, c'est avoir une vision de l'évolution dans le temps. C'est ça qui est important et qui permettra d'améliorer. Ce sont des données que l'on met dans des modèles qui existent déjà, mais qu'il faut donc parfaire avec des mesures pour donc modéliser. Pour que ce soit concret pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, ces données qui vont être collectées, qui vont être utilisées par les chercheuses et chercheurs à travers le monde, quelle application ça va avoir in fine pour, on va dire, le commun des mortels ? Qu'est-ce que ça va les aider à comprendre finalement ? Ça va nous aider à comprendre cette augmentation du CO2 qui est importante. Donc le CO2, c'est de l'ordre de 420 parties par million. Chaque année, on a plus 2. Donc plus de ppm, partie par million, on appelle ça le ppm. Donc ça augmente en moyenne et c'est important, comme vous disiez, de savoir s'il y a la fragilité des puits et la force des sources, donc pour voir comment est-ce qu'il y a des effets d'emballement. Il peut y avoir des rétroactions, par exemple, si l'océan donc absorbe beaucoup de CO2, en se réchauffant, est-ce qu'elle en absorbera de plus en plus ou de moins en moins ? Est-ce que le fait que c'est le plancton dans l'océan qui absorbe. Donc si l'océan est trop chaud, s'il y a moins de plancton, il risque d'y avoir des effets. Donc voilà, tout ça, on a besoin de longues périodes d'observation pour mieux comprendre ces échanges et les rétroactions qu'il peut y avoir. Et rien à voir directement, mais dans le contexte géopolitique qu'on connaît aujourd'hui, notamment avec les États-Unis, comme tu le disais, Microcarp vient remplacer un satellite américain au départ. J'imagine qu'il va y avoir un libre accès aux chercheurs américains sur les données, mais est-ce que tu sais s'il est prévu que les Américains lancent eux aussi un satellite équivalent ou ils vont reposer principalement sur vous ? Donc il y avait un satellite géostationnaire, enfin un instrument sur un satellite géostationnaire qui aurait pu regarder les États-Unis et ce programme a été abandonné. Alors c'était très ambitieux parce qu'à 36 000 km c'est encore plus difficile qu'en orbite basse de regarder le CO2. Et donc à la fin de OCO, pour l'instant, il n'y a pas d'autres satellites américains, on ne sait pas. Et on a des satellites européens qui prendront le relais. Et il y a également des satellites japonais et chinois. Alors chinois, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais il y a un satellite japonais GOSAT qui a été lancé aussi en juin, avec lequel on a prévu d'échanger des données et des mesures de calibration. Donc il va y avoir une complémentarité entre le satellite du CNES et japonais. Tout ça abreuve des modèles qui ensuite ont besoin de données pour se mettre au point, mais ensuite ont cette capacité à prédire, à améliorer la prédiction qu'on peut avoir de ces phénomènes. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a une forme de complémentarité entre les missions européennes et internationales sur ce sujet du CO2, mais aussi sur d'autres sujets dans le cadre de l'observation de la Terre. Et ça me fait une transition parfaite pour notre deuxième partie qui va être consacrée à l'observation de la Terre d'un point de vue global. Mais avant ça, j'avais envie, comme toutes les émissions, de vous faire un petit point Space Culture. Cette fois, comparativement aux autres, c'est vrai que je n'ai pas été le plus récurrent là-dessus, c'est souvent Thomas qui vous les présente, mais cette fois c'est moi qui voulais vous parler d'un livre, un livre qui est en plus sur des thématiques assez proches de ce dont nous parlons ce soir. Je voulais vous parler du livre qui s'appelle Siècle bleu, d'un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Gou, qui est mathématicien et ingénieur à la base, pas du tout auteur ou même de formation littéraire. C'est quelqu'un qui a aussi été président de l'Institut des Futurs Souhaitables de 2019 à 2023 et il a été inspiré pour cette carrière de romancier par Bernard Werber, notamment via sa Révolution des fourmis que beaucoup de gens connaissent. Thomas, tu voulais ? Ouais, il faut que tu nous en dises un peu plus parce que je vois sur la couverture qu'il y a marqué un thriller écologique. Exactement, J'ai jamais vu ça. Je sais pas si toi, Philippe, tu as déjà lu des thrillers écologiques. J'allais y venir, effectivement, il est catégorisé, donc Siècle bleu, comme thriller écologique. Il a été écrit donc, par un ingénieur qui s'est beaucoup penché sur les questions d'écologie, comme son profil le suggère. C'est en 2 tomes. Là, j'ai le tome 2 entre les mains, et pas le tome 1, parce que le tome 1, je l'ai prêté à quelqu'un, tellement j'ai adoré ce livre. Le tome 1 est sorti en 2010, le tome 2 en 2012. Voilà pour le contexte. Mais de quoi ça parle ? C'est donc, on suit l'histoire d'un jeune ingénieur américain, immigré mexicain, qui réussit très bien sa vie sur les questions d'analyse des impacts écologiques sur l'économie, quelque chose qui existe aujourd'hui, dans un contexte du début des années 2000 où les États-Unis souhaitent retourner sur la Lune avec le programme Constellation. Donc on est vraiment
dans un cadre très réaliste. Il y a des données techniques et scientifiques qui sont celles de l'époque. Et à ce moment-là, les Américains font la course à la Lune avec la Chine. Étonnant, ça me rappelle vaguement quelque chose à l'heure actuelle, mais c'est un contexte donc, du programme Constellation, donc plutôt dans le cadre comme s'il n'avait pas été annulé, parce que dans la réalité des faits, il l'a été. Et nous, on a connu donc, bien sûr le programme Artemis qui a suivi, mais là, c'est un cadre où le projet Constellation va jusqu'au bout, un décollage a lieu, mais dans ce contexte-là, il y a aussi des velléités politiques et écologiques d'une nouvelle association qui se transforme en une sorte de mouvement international qui remet en cause l'importance du spatial dans sa dimension pécuniaire et militaire, c'est ce qui est aussi avancé dans le livre, pour essayer de le remettre à sa place, qui peut être notamment l'observation de la Terre et le maintien de l'écologie sur Terre, d'où le titre de thriller écologique. J'en dirai pas beaucoup plus, je vous ai dit qu'un décollage avait lieu, mais qui ? Les Américains, les Chinois, les deux. Et aussi, qu'est-ce qui s'y passe en termes de discours politique, de mécanique politique, parce que c'est vraiment quelque chose qui parle de l'humain au centre du spatial et de l'écologie. Et je vous recommande chaudement ce livre, qui n'est donc pas écrit par un auteur de formation. Donc parfois ça peut être un peu troublant, parfois ça peut être passionnant pour ceux qui adorent l'ingénierie et la science en général, et l'écologie aussi plus largement. Donc je ne pourrais que vous le recommander. Ça se lit bien, il y en a 2 tomes, si jamais vous avez adoré. Il y a une suite spirituelle, mais je n'en dirai pas plus. Et voilà, ça s'appelle Siècle bleu de Jean-Pierre Gou, et j'ai adoré ça. J'espère que j'aurai pu vous donner un petit peu envie de le lire autour de la table, si jamais vous avez un peu de temps à y consacrer. Ouais, mais ça a l'air hyper intéressant, surtout que comme tu l'as si bien souligné, j'allais dire subtilement, mais non, il y a plein de sujets qui abordent des thématiques qui sont assez actuelles, la Chine et les États-Unis, la militarisation, enfin tous ces sujets-là. Donc non, ça s'y prête bien, et puis c'est le sujet, c'est assez lié au sujet du podcast d'aujourd'hui, donc bravo pour cette recommandation absolument cohérente. Et c'était même pas complètement fait exprès, hein. C'était vraiment quelque chose que j'ai lu récemment. On avait ce podcast, on s'est dit qu'est-ce qu'on a ? Thomas m'a dit t'as quelque chose ? J'ai dit oui, et voilà, c'est tombé sur Siècle bleu, donc je vous le recommande chaudement. Mais ça nous permet de faire une transition toute trouvée aussi sur notre deuxième partie, comme je le disais, l'observation de la Terre dans son ensemble, cette fois-ci, pas uniquement du CO2. C'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à l'industrie du spatial et à la découverte du spatial par l'humain, parce que l'un des premiers satellites à avoir été envoyé, c'est Vanguard 2, qui était un satellite d'observation de la Terre. Est-ce que, selon toi, Philippe, aujourd'hui, cette place donc centrale qu'a eu l'observation de la Terre dans l'ère spatiale, elle l'est encore autant aujourd'hui dans les missions qui sont envoyées ? Oui. Hein. Donc les satellites sont absolument nécessaires pour assurer un suivi régulier de l'ensemble des paramètres donc, qui régissent le climat sur la Terre. Hein. Mais également, donc ça va de la montée des océans avec les satellites d'océanographie, à la composition, la chimie de l'atmosphère avec les composants comme le CO2, le méthane ou autres, hein. Mais également donc, la météo, hein, la météo spatiale, enfin la météo donc, observée qui sert à toutes nos météos nationales, hein. Donc voilà, qui a besoin de prédictions, de mesures pour pouvoir améliorer ces prédictions. Hein. Donc tout ça, c'est fondamental. Et il y a également tout ce qui est l'observation des sols. Hein. Donc l'observation des sols avec d'une part l'observation militaire, bien sûr, ou l'observation donc optique à des fins civiles, hein. Mais également à des fins agricoles. Donc on observe en toutes les longueurs d'onde et on peut avoir donc un suivi de l'évolution des sols. Bien sûr, on parle aussi de tout ce qui se passe quand il y a des catastrophes naturelles. Hein. Donc avoir rapidement comparer des images d'avant et d'après, hein, pour évaluer les dégâts, pour évaluer quelles routes sont accessibles, quels moyens sont encore utilisables. Donc tout ça, là, il y a une charte internationale qui se met en place à chaque catastrophe, hein, et notamment récemment là, avec la Jamaïque. Hein. Et donc ça, c'est également un apport du spatial, hein, c'est absolument nécessaire. Donc oui, dans toutes les longueurs d'onde, on observe, et le spatial permet d'avoir des données répétitives, et donc sur la durée, hein, c'est fondamental. Et sur la période qui vient de s'écouler, c'est vrai que le CNES a été... en tout cas, il y a eu pas mal de lancements, il y a eu pas mal de missions autour de l'observation de la Terre. Je pense à Microcarb, je pense à IASI-NG. Est-ce que tu as une idée un petit peu de l'investissement, alors pas forcément financier, mais de l'investissement général du CNES sur l'observation de la Terre ? Donc c'est un de ces domaines d'excellence, hein, donc
historiquement, hein, donc il y a eu toutes les missions Spot, puis après les volets militaires Helios, hein, voilà. Mais oui, le CNES, c'est un de ses piliers, l'observation de la Terre. Hein. On a été précurseur aussi avec les Américains dans tout ce qui est océanographie, avec les satellites Topex, Poséidon et Jason, hein, donc depuis 1995. Et là, il y a 2 jours, il y a un satellite là, qui a été lancé, Sentinel-6, hein, donc qui prend la relève des Jason. Hein, enfin, c'est le 2e exemplaire qui prend la relève des Jason et qui permet donc de regarder non seulement la montée des eaux, hein, mais également donc, l'état de surface de l'océan, hein, donc avec de multiples applications. Ça également, là, c'était un domaine d'excellence du CNES. Et il y a aussi eu le satellite SWOT qui a été lancé Voilà, le maintenant satellite SWOT a été une révolution par rapport au Jason, puisqu'on a pu avoir un instrument avec une large fauchée. Hein, donc non seulement on regarde la trace au sol du satellite, mais autour, et donc on peut voir tous les gradients, mieux comprendre ce qui se passe sur l'état de l'océan près des côtes, hein, donc, où les interactions sont les plus fortes. Donc oui, tout à fait. mieux comprendre le cycle de l'eau, mieux comprendre aussi avec une définition qui est très moderne et qui permet d'aller voir même les lacs d'altitude, vraiment où se situe l'eau liquide en fait sur la Terre. Et ça, c'est des choses dans cette globalité-là, pour revenir un peu sur la question de l'observation de la Terre depuis l'espace, qui ne sont pas possibles avec des outils. Et moi, c'est ma question. On le voit, ça a un intérêt particulier, mais en quoi ces outils spatiaux en orbite terrestre sont complémentaires aux outils qui sont sur Terre? Comment on articule ces 2 facettes, si on peut dire? Alors avec les modèles numériques, hein, donc les 2 sont vraiment complémentaires, hein, puisque toute donnée peut être ingérée par ces modèles. Hein. Et donc le satellite va amener la répétitivité et la couverture, et il peut y avoir des données in situ qui vont amener de la précision. Hein. Et donc tout ça va être le mieux possible donc mixé pour améliorer nos capacités d'interpolation dans nos mesures et de prédiction pour l'évolution. Et en gros, l'un ne remplace pas l'autre. C'est ça aussi, c'est important d'avoir toujours les 2 aspects pour pouvoir venir, comme tu le disais, comparer, corroborer, intégrer les uns avec les autres. Tout à fait. Hein. Donc les instruments, d'autant plus que les instruments en orbite, ils subissent l'environnement spatial, hein, le vieillissement, donc tout ce qui est optique, il y a les ultraviolets, il y a les radiations. Hein. Donc ce sont des instruments qui ont tendance à dériver, et donc on a besoin de les recalibrer en permanence. Hein. Donc on a besoin de ces mesures de loin en loin pour suivre leur vieillissement et corriger des paramètres, et donc garder la même précision de mesure tout au long de la mission. Donc oui, les deux sont fondamentaux. Quand on lance un satellite, on aime bien pouvoir faire du tandem avec le satellite précédent. Hein, donc ça, c'est également une façon de le calibrer au mieux. Hein, donc voilà, avoir une continuité des données, c'est très important d'un point de vue calibration. Une passation, en un sens, comme une personne qui quitte un emploi et une personne qui vient le remplacer. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est vrai qu'à titre personnel, l'observation de la Terre, c'est des sujets que je trouvais hyper intéressants. Parce que, comme on peut le lire beaucoup de chercheurs le disent, notre petit caillou bleu, c'est notre seul et unique vaisseau, c'est là où l'humanité s'est installée, se développe et où finalement on est le mieux. Mais comme tu l'as dit dans ton portrait, tu as travaillé sur Ariane 5, tu as travaillé sur différentes missions, des missions satellites. Est-ce qu'à titre personnel, tu as eu une certaine sensibilité? Est-ce que tu as vécu des moments forts? Est-ce que tu as eu un sentiment particulier à travailler sur Microcarb? Oui, sur Microcarb, mais oui, parce que comme tu le dis, hein, donc c'est notre planète, le CO2, il est en train de monter, donc forcément, il faut faire quelque chose. Hein. Et donc, oui, être acteur là-dedans, hein, c'est important, hein, tout à fait. Auparavant, j'avais travaillé sur les missions Jason, hein, j'étais responsable satellite de Jason 1, donc c'était aussi très captivant. Et au-delà de l'observation de la Terre, j'ai travaillé sur une mission d'astrophysique qui s'appelait CORO. Donc c'était de la sismologie stellaire. Hein, donc on regardait la vibration des étoiles pour mieux comprendre leur cœur. Hein, donc ça, c'est aussi passionnant. Hein, donc voilà, chaque mission est passionnante. Hein, Et parfois, l'observation de la Terre, ça peut même être beaucoup plus précis que ça. Je pense notamment quelque chose qui vient du New Space cette fois-ci, mais qui est l'entreprise Unseen Labs, que tu connais peut-être, qui travaille donc aussi en orbite et qui est en capacité, grâce à une
mini-constellation, on peut dire, quelques satellites qui sont en orbite terrestre, de repérer par exemple les navires pirates qui vont venir faire des dégazages interdits ou venir repérer aussi des activités de déforestation interdites, etc. C'est aussi ça l'observation de la Terre, ça peut être de suivre des activités illégales, ou en tout cas pas tolérées, disons, et qui peuvent, depuis la Terre ou depuis la mer, dépendant de ce qu'on observe, qui peuvent difficilement être recensées ou traquées par les autorités. Donc c'est aussi une manière de garder le contrôle de notre planète et de ce qu'on lui fait subir. Donc c'est aussi de là pour moi que l'observation depuis l'espace est en fait vraiment complémentaire et indispensable sur certains aspects. Oui, et alors comme tu le dis, on peut dire que c'est un mode collaboratif, hein. C'est-à-dire que chacun développe sa mission et ensuite, eh bien, on peut avoir des méta-outils au sol là, qui vont agréger tout ça et donc en tirer le meilleur parti, hein, donc avec des axes d'études différents, hein. Ça peut être, la gendarmerie maritime comme la climatologie, oui, tout à fait. Donc... Et je reviens à Microcarb, mais c'est vrai que tu parlais des différentes sources de CO2, tu parlais de l'activité volcanique et d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut identifier, disons pas la source principale, mais la source la plus importante de production de CO2 sur Terre ? Est-ce que on imagine souvent que c'est les villes, que c'est l'industrie, que c'est les déplacements type voiture, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment identifié une source principale, ou du moins une ruche principale de Alors, ce dont tu parles, c'est l'activité humaine, hein, qui est venue dérégler. L'activité humaine, c'est un surcroît de CO2 qui vient dérégler la stabilité qu'on avait depuis plusieurs millénaires sur les échanges naturels, donc qui étaient en équilibre donc entre les puits et les sources, hein, et donc les principaux, oui, c'est l'activité volcanique, c'est la respiration de la végétation, hein, donc ce sont les principales face aux puits, hein, donc de l'autre côté l'océan et puis la végétation également, hein. Et alors on a la chimie de l'atmosphère est assez complexe parce qu'on a le méthane qui est produit par la décomposition des végétaux, hein, qui à long terme donc va dans l'atmosphère, qui est un puissant gaz à effet de serre, mais qui à long terme sous l'effet des ultraviolets se décompose en CO2 et autre chose, hein. Et donc c'est donc du CO2 additionnel qui vient de la décomposition de la matière, hein, de la matière organique. Et on peut craindre que si la Terre se réchauffe, eh bien, on est donc aux hautes latitudes, le permafrost qui fond et donc des libérations de méthane, hein, donc, qui vont venir avoir un effet accélérateur. Donc ça, c'est aussi à surveiller. Et c'est pour ça qu'il y a un autre satellite en développement qui s'appelle Merlin, qui fait à peu près la même chose, mais dans le domaine du méthane, hein, donc alors le méthane est beaucoup moins présent que le CO2, hein, c'est quelques parties par milliard au lieu de millions, hein, mais néanmoins, il a un effet très fort et à terme, il produit du CO2. Oui, il est 20 fois plus puissant, je crois. Enfin, je ne Oui, sais plus quel oui, est oui. l'ordre de conversion, mais et puis comme tu le dis, après, à terme, il se dégrade pour devenir du CO2. Et moi, quand je pense à Microcarb et à Merlin, le futur satellite qui sera lui aussi en orbite basse. Il sera en orbite basse, oui, à 500 km, parce que lui, c'est un satellite actif avec un laser donc, qui fait la lumière fait une double traversée de l'atmosphère pour revenir au satellite. Et donc, on regarde donc une raie d'absorption du méthane, et à côté, on fait le rapport entre les deux, et ça nous permet de savoir la proportion de méthane dans l'atmosphère traversée. Donc lui, il faut qu'il soit bas d'après son principe de mesure, il sera à 500 km en orbite basse, donc, et pareil, il fera une cartographie du méthane, donc à long terme, entre les puits et les sources, hein, de la même façon. Et il peut être complémentaire avec d'autres missions qui sont sur des nanosats, dont on entend parler, hein, donc des missions plus légères, qui eux se concentrent sur les gros puits les grosses sources de méthane. Ça peut être des fuites dans des canalisations, des choses comme ça. Moi, quand je pense à ces satellites qui sont en orbite basse, à l'heure actuelle, je me demande comment ça se passe avec leurs voisins, leur voisinage qui devient de plus en plus peuplé, qui a une croissance démographique extrême, disons, à l'heure actuelle. Quand on envoie un satellite d'observation de la Terre, qu'on a mis des années, voire des décennies à développer, dans ces environnements qui commencent à devenir de plus en plus bondés, comment ça se passe à l'heure actuelle ? Donc c'est très surveillé, hein. Donc il y a des collaborations internationales pour faire donc un catalogue de l'ensemble des objets en orbite, hein, donc de la taille
au-dessus de 10 cm, mais on vise à avoir des modèles jusqu'à 2 cm. Voilà. Et donc ça nous permet de gérer les alertes collision et de manœuvrer nos satellites dès qu'on a une probabilité de collision qui devient inférieure à quelques dizaines de mètres. Et à ce moment-là, donc, on change l'orbite de notre satellite. Au CNES, là, qui opérons nos satellites en orbite basse, on est amené à faire de l'ordre de 4 ou 5 manœuvres par an sur chaque satellite pour éviter des alertes collision. Et donc, c'est pour ça qu'en fin de vie, après, on veut que nos satellites y rentrent le plus vite possible dans l'atmosphère pour donc ne pas encombrer. Et également, c'est pour ça qu'on va choisir nos orbites ailleurs que dans les orbites les plus encombrées. Alors, récemment, bien sûr, on a la constellation Starlink là, qui vient rajouter des milliers de satellites. Jusqu'à maintenant, il y avait de l'ordre de 2000 satellites actifs jusqu'à il y a 5-6 ans. Et là, maintenant, on est à 8000, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Alors, heureusement, ces satellites, ils sont sur des tranches comme ils communiquent entre eux, il faut qu'ils soient bien phasés. Et donc, ils sont sur des tranches d'altitude bien définies. Et donc, il vaut mieux ne pas être dans ces mêmes tranches. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une contrainte très forte à prendre en compte et à observer, à contrôler pendant l'ensemble de la vie de la mission de chaque satellite. Et juste pour compléter, après je te laisserai poser ta question Thomas, mais comme tu l'as dit, c'est je crois 5 dernières années ou peut-être 7 dernières années, on a envoyé autant de satellites que depuis le tout début de l'ère du spatial. C'est quand même quelque chose qui... Alors, c'est pas les mêmes tailles de satellites, et encore, au tout début, on envoyait des choses très petites, mais on a aussi connu des satellites beaucoup plus balèzes, mais quand même, ça pose question, et on le sait, et c'est pour ça que je voulais te poser cette question, c'est que pour les professionnels du domaine, ça a amené beaucoup de contraintes supplémentaires. Tout à fait, c'est des contraintes de conception. Nos satellites, on les conçoit pour qu'en fin de vie, on puisse les passiver, éviter tout risque d'explosion du satellite une fois qu'on l'a éteint avant qu'il rentre. Donc on va dépressuriser ces réservoirs, on va rendre inertes ces batteries en les vidant complètement, on va supprimer toute source d'énergie à bord pour qu'en cas de collision, il n'explose pas. Voilà, qu'on se limite à un choc physique et pas à des réactions en chaîne. Voilà. Et je vais revenir sur une question un peu plus personnelle. Tu as travaillé environ 6 ans sur Microcarb avant son lancement. Comment ça se passe pour toi, quand tu as suivi le lancement à bord de cette Vega C, comment tu l'as vécu ? Parce que c'est vrai qu'il y a des années de travail qui sont jouées là-dessus, des années de travail à venir qui se jouent aussi sur le lancement. Comment ça s'est passé pour toi ? Oui, mais on n'est pas très serein. C'est une étape à passer. On est content quand c'est un succès. Voilà, Et alors, il faut dire qu'on a eu quelques frayeurs parce que donc on avait une retransmission du lancement et il y avait quand même la trajectoire prédite et la trajectoire réelle qui étaient un peu différentes sur ce dernier vol Vega C. Bon, il s'avère que finalement la prédiction était peut-être pas la meilleure et les réserves de performance sont largement prévues d'arriver exactement sur la bonne orbite. Comme on disait, on a eu une pression d'injection vraiment impeccable. Mais on le vit quand même de façon un peu intense. Et on est content une fois que c'est fini. Tu as vécu le lancement seul ou avec tes équipes ? Oui, on était à la Cité de l'Espace, on avait fait un événement, puisque donc, l'équipe d'opération était à Toulouse, la Cité de l'Espace est à Toulouse, et donc on a pu suivre le lancement, et ensuite on avait 1 heure avant la première visibilité du satellite, donc on a tous foncé au centre de contrôle pour être là et avoir la confirmation de la séparation, du bon déploiement du panneau solaire et du début de convergence au Soleil du satellite, et donc on a été très vite rassurés, donc c'était à petit feu, mais pas trop longtemps. Ça rappelle que le spatial, c'est aussi un travail d'équipe. Comme tu le disais, tu n'es pas le seul, loin de là, à travailler sur Microcarb et sur le sujet. Moi, comme peut-être dernière question de mon côté, j'aimerais bien savoir ce que tu envisages, ce que tu aimerais voir se mettre en place dans le cadre de l'observation de la Terre via l'espace dans les années, décennies à venir. Quel serait un petit peu ton rêve où tu te dirais « Ah là, je suis vraiment heureux qu'on soit allé dans ce sens-là, qu'on ait développé telle technologie, qu'on ait observé tel paramètre ». Qu'est-ce qui manque selon toi ou qu'est-ce que tu aimerais voir se développer ? Alors je crois que c'est les technos qui nous permettent petit à petit d'augmenter l'échantillon des mesures que l'on peut faire.
Donc moi j'ai travaillé sur une autre mission qui s'appelait Calypso, hein. C'était un laser qui était fait par les Américains, qui était un peu en avance sur nous, hein. Nous on faisait le satellite, eux ils faisaient l'instrument, hein. Et donc eh bien ces lasers, oui, ça fait 15 ou 20 ans qu'on sait bien les faire, hein. Et donc ça a amené, là, ça permet de faire des missions qui regardent la composition des nuages, hein. Mieux comprendre les échanges entre les nuages, entre les aérosols, l'atmosphère, hein. Donc tout ça, c'est... Voilà. Donc dès qu'on a une nouvelle techno, eh bien on a tout de suite des scientifiques qui se disent « Tiens, je pourrais utiliser ça pour faire telle mesure, hein. » Et donc je ne suis pas inquiet sur le fait que, eh bien, avec les nouvelles technos qui émergent, il y aura toujours des bonnes idées pour en tirer le meilleur parti, pour faire de nouvelles mesures, hein, qui seront avec un modèle de mise à disposition ouvert, là, qui permet à tout le monde d'en disposer, pardon. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment un modèle intéressant, hein. Et donc, pas d'idée préconçue, mais je pense que donc, avec une panoplie de mesures qui va s'accroître au fur et à mesure, on peut être confiant. Tu n'as pas de petits secrets que tu aimerais voir un jour dévoilés par l'observation de la Terre depuis l'espace? Moi, je crois que c'est surtout l'observation dans la durée qui est importante, hein. Oui, la prédiction de notre climat à plus long terme, hein, ça, c'est quand même quelque chose... quand on sait qu'il y a eu des glaciations dans le passé, on ne sait pas trop leur cause, hein. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire pour comprendre nos origines et comment ça va évoluer, hein. Comme quoi l'histoire est liée au spatial. Je m'arrêterai là, je te donne la parole, mon cher Thomas. Non, mais je trouve que c'est une merveilleuse phrase de fin de cette émission. Je me permets du coup de lancer le dernier mot, si je puis dire. Déjà, un grand merci Philippe pour tout ce que tu nous as partagé, aussi bien de tes expériences, tes compétences, cette histoire et aussi cette magnifique mission qu'est Microcarb. Un petit big up à Maxime, qui a permis et rendu possible cet enregistrement ce soir, mais aussi qui est un ami de longue date pour Simon et moi, qui a démarré Odyssée spatiale avec nous, donc on lui fait un bisou. Qui est aujourd'hui le responsable, le chargé de communication du projet. Donc voilà, toute la boucle est bouclée. Tout à fait, donc un grand bisou à lui. Et alors, avant de laisser la parole à Simon, on a une petite tradition dans le podcast. C'est que je vais laisser Simon te remercier, mais on va te laisser la parole pour le mot de fin. Voilà, tu peux dire ce que tu veux, à qui tu veux, comme tu veux, pendant le temps que tu veux, mais ce sera pour toi. Et... je te remercie encore une fois. Avant ça, je remercie mon cher Thomas d'avoir présenté la petite surprise de fin. Je te remercie bien sûr aussi Philippe d'avoir été avec nous ce soir. Rien de bien compliqué. Ce mot de la fin, c'est on te laisse les clés de l'émission, tu la termines comme tu veux, tu peux juste dire au revoir, comme tu peux évoquer un sujet qu'on n'aurait pas évoqué ce soir. Mais on est encore une fois très content d'avoir la chance d'avoir des invités aussi passionnant et passionné et aussi avec un background et des choses à dire aussi intéressantes que les tiennes. Donc on te remercie vraiment chaleureusement d'être venu derrière le micro. Et maintenant, je te laisse les clés de l'émission. Tu conclus comme tu veux et on se dit à très bientôt. Voilà, mais pour conclure, moi je dirais que je vous remercie de m'avoir donné la parole. Il est très important que l'on puisse parler de nos missions pour que le plus grand nombre donc en ait connaissance, hein. Et moi je voudrais souligner que donc moi j'avais une fonction de chef de projet sur cette mission, hein, mais donc vraiment une équipe très conséquente avec moi, hein. Donc c'est vraiment le travail d'équipe qui est la caractéristique de nos travaux d'ingénieur, hein. Donc on ne fait rien tout seul, on est très nombreux et donc arriver à faire travailler tout le monde ensemble, c'est magnifique. On arrive donc à décupler nos forces.